Nous suivons le cours de l'Ubaye, mais nous le prenons à contre-courant. Hein. Nous remontons l'Ubaye, puisque cette rivière qui fait 80 km se jette précisément dans ce lac de Serponçon. Elle prend naissance à la frontière franco-italienne, là-bas du côté du massif du Mont Viso. Et ce que vous avez sous les yeux, c'est la curiosité locale très connue de tous les riverains. C'est le clocher d'une ancienne église qui, elle, a complètement disparu. Vous voyez ce clocher qu'on appelle maintenant la tour de Méolan, sur la commune de Méolan-Revel. Cette tour qui a été classée en 1944. C'est un vestige et elle est une sorte de gardienne de la vallée. Bienvenue à Barcelonnette. Barcelonnette, c'est la plus grande ville de cette vallée de l'Ubaye, aux portes du parc national du Mercantour. Et c'est ici, c'est d'ici plutôt, que sont partis tous ceux qui sont allés au Mexique au 19e et au début du 20e siècle faire fortune au Mexique. Ça a été un fort creuset d'émigration, cette ville de Barcelonnette. Les gens partaient là-bas pour prendre le contrôle de toute l'industrie textile et de tout le commerce textile au Mexique. Ce qui fait que nombreux sont ceux des habitants de Barcelonnette qui ont fait fortune là-bas. Et, fortune faite, ils sont rentrés au pays fabriquer, construire de belles maisons. Nous allons les voir, ces belles maisons, dans un instant. On va aller voir vite fait, parce que ça roule plein pot dans les rues de Barcelonnette. Là, c'est l'intérieur de la Villa Bleue que nous apercevons. C'est la plus célèbre de toutes. Elle a été construite pour un industriel qui, justement, avait fait fortune au Mexique, Camille Jean, et il avait confié la réalisation à un certain nombre de grands architectes et décorateurs de l'époque, dont d'ailleurs le maître verrier nancéen Jacques Gruber, auteur de cette très belle verrière. C'est une vaste verrière, elle fait 8 mètres de haut sur 2 de large, en camailleux de bleu, et elle représente justement toutes les, on va dire, tous les moyens qu'ont eu ces familles de s'enrichir au Mexique. Tous ces soyeux du Mexique, d'une certaine façon. La plupart des villas sont sur ce qui au départ était une simple petite rue et qui est devenue une belle avenue, l'avenue Porfirio Diaz, du nom du président mexicain qui a tellement contribué au succès de cette colonie des Barcelonnettes, comme on a fini par les appeler, au Mexique. Et voilà cette villa bleue qui n'a plus de bleu que les huisseries ou même les volets, comme vous pouvez le voir. Et quand on est à Barcelonnette, eh bien on peut monter à Pralou. Pralou, station mythique du Tour de France, là où, eh oui, Bernard Thévenet avait mis fin au marxisme en 1975. On a beaucoup parlé d'Eddy Merckx à l'occasion de ce Tour de France pour fêter le 50e anniversaire de la première victoire d'Eddy Merckx dans le Tour de France. Et bien c'est là que Merckx était tombé victime des assauts de Bernard Thévenet lors du Tour de France 1975. Allez, on s'arrête ici, voilà, le coup est parti, ça y est. L'échappée est partie, ce qui sera l'échappée du jour, la bonne peut-être pour certains, beaucoup, ce sera très difficile pour aller au bout, sans voir le retour des zones fortes du peloton. Et ce clocher du Rocher du Chastel qu'on apercevait donc à Jauziers fait partie de ces clochers, ben, le revoici, fait partie de ces clochers orphelins, vous voyez qu'il a aussi perdu son église. Les coureurs remontent toujours la vallée de l'Ubaye, 35 coureurs à l'avant. L'échappée s'est formée après une première heure intense à l'avant de la course. Et un peloton donc emmené par les coéquipiers du maillot jaune Julien Alaphilippe. Nous sommes au pied justement du col de Vars avec une échappée de 35 coureurs qui ouvrent la route. Le peloton à 5 minutes et dans cette échappée, on rappelle, il y a Romain Bardet, il y a Nairo Quintana, il y a également Miguel Gérel et Mathias Franck pour l'équipage des Arts mondiale. Il y a Adam Yates. L'ont surnommé le Versailles, le fort, le Versailles militaire du 19e siècle, ce petit fort de Tournous, vous voyez, qui en fait partie de la ligne Maginot. C'est un fort du 19e siècle, encore serré de rivière, me direz-vous, nous sommes habitués maintenant. Il appartient aujourd'hui à l'association Fortification de l'Ubaye, en tout cas c'est elle qui l'entretient, l'État en ayant fait don à la communauté de communes. Ce qui est étonnant, c'est de voir qu'une partie du fort, toute la partie arrière, se trouve littéralement creusée dans la montagne. Le peloton à son tour arrive dans le col de Vars avec déjà plus de 6 minutes. L'écart qui est en train de monter, qui va rouler? Qui va rouler au moment où il y aura peut-être 10 minutes d'avance pour Nairo Quintana? Vraiment, Julien Alaphilippe, si on veut le distancer, peut-être qu'il faut commencer
à l'user d'Elisoar, parce que le Galibier, on l'a dit, n'est pas très dur par ce côté. Col du Lotaré, c'est assez roulant. Après, oui, il y a quelques kilomètres pour arriver au sommet du Galibier qui sont un peu plus difficiles, mais derrière, il y a la descente. Donc, si on veut mettre voilà, sous pression Julien Alaphilippe, peut-être l'équipe Ineos a intérêt à accélérer, ou les Jumbo-Visma de Steven Kruijswijk d'Elisoar. Faire à suivre. Bon, on peut faire tous les scénarios possibles. Admettons, on peut en faire beaucoup. Hein, mais... Oh oui, admettons, on peut en faire beaucoup. On peut également penser que dans l'échappée, certains coureurs vont accélérer, les équipes les mieux représentées. Je rappelle qu'on a quand même des très bons grimpeurs à l'avant qui sont bien accompagnés. On parlait de Romain Bardet, il y a quand même Michael Scherel et Mathias Franck. Ce sont quand même deux très très bons grimpeurs. Eux aussi vont peut-être accélérer. Si on voit l'écart hein, qui ne grandit pas trop, on rappelle qu'il y avait 6,05 exactement au pied du col de Vars. On parle beaucoup de Nairo Quintana, il a quand même Carlos Verona et André Amador. Là aussi, hein, ça devrait accompagner Nairo Quintana très loin dans cette étape. Adam Yates, il a Ilpel, il a Juliansen, ce sont peut-être des bons grimpeurs, mais plutôt des punchers. Il risque quand même d'être Yates un peu esselé assez rapidement, peut-être sur les pentes de l'Isoar. De Boy, je ne pense pas que ce soit le coureur protégé dans cette échappée. Il y a évidemment le porteur du maillot à poids, Tim Wellens, mais possible que Tige Benoît soit la meilleure carte pour la formation Lotto-Soudal. On continue avec les grimpeurs. Notez la présence d'Henao. Bon, c'est le seul coureur hein, de la formation des Émirats Arabes Unis. Mais il va pas mal, hein, Henao. On le voyait même tenter des coups sur les étapes de plaine en début de course. Lorsqu'un grimpeur est capable d'aller dans les échappées quand ça roule à 50-55, ça prouve en tout cas qu'il est en bonne condition. Puis on va rajouter Lennart Kamna. Lennart Kamna, c'est peut-être pas le nom le plus connu en haute montagne, mais avec la prestation du côté de Foix, on surveillera le jeune coureur allemand de... Il fait office de frontière naturelle entre les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Avec, on le rappelle, un groupe de 34 coureurs à l'avant, 6 minutes et 22 secondes d'avance pour ce groupe de tête. Un groupe dans lequel Nairo Quintana est le mieux placé au classement général, 12e à 9 minutes et 30 secondes du leader Julien Alaphilippe. On ne veut pas dépenser trop d'énergie ici, on aperçoit tout par le sommet de ce col de Vars. L'étape est encore longue, il va être encore très très difficile et on est en mode survie, on garde des forces pour durer le plus longtemps possible. Ça roule moins fort dans la montée, pour l'instant tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux, pas de gruppetto qui s'est constitué, personne ne distancé, donc si on peut passer ce col en l'état, eh bien c'est une chance supplémentaire de pouvoir rallier l'arrivée dans les délais.